Sud Radio, les Jeux dans tous leurs états. Thierry Guerrier, Joseph Ruiz. Bonjour Joseph. Bonjour Thierry, bonjour à tous. Alors, on l'entonne ensemble. Allons-y. Non, je rigole, mais allez les bleus. Prêt. Allez les bleus. Non, il faut. Ce matin, il y a un nouveau nom qu'on a tous en tête. Ça y est, on vient de l'apprendre et puis on va le garder pendant des années parce que c'est formidable. Elle rentre dans l'histoire. Cassandre Beaugrand, championne olympique, première pour le triathlon, 6e médaille en or et un événement considérable. Pourquoi ? Ouais, c'est absolument incroyable. Elle a 27 ans, Cassandre Beaugrand. C'est la première médaille olympique du triathlon français. C'est un sport de l'histoire, exactement. C'est un sport qui domine tout au long de l'année, mais qui n'avait jamais réussi à prendre une médaille. C'est la 6e médaille française, et en plus, les hommes sont en train de courir à travers Paris. Ah oui, le triathlon masculin, c'est en ce moment. C'est en ce moment, à travers les rues de Paris, ils sont en train de courir. Et il y a 3 Français qui visent une médaille. Il y en a un notamment qui peut potentiellement l'espérer. Donc le triathlon est en fusion totale. Thierry, Cassandre Beaugrand, 27 ans, médaillée d'or olympique. Les femmes, c'était ce matin avec cette belle victoire de Cassandre Beaugrand. Et puis les hommes, c'est en ce moment. On y revient évidemment dans les JO dans tous leurs états, les Jeux olympiques dans tous leurs états, jusqu'à 13h. Vous êtes avec nous. Alors ça, c'est le premier nom, Cassandre Beaugrand. Le second nom, c'est Léon Marchand. Ça y est, on le sait, parce que aujourd'hui, quand même, il faut en dire un mot, Joseph. Léon Marchand, il va tenter l'impossible, si j'ose dire. Ouais, Léon Marchand, il va tenter l'impossible. Alors, on rappelle, médaillé d'or sur 400 mètres 4 nages. Et là, il va essayer de poursuivre sa moisson. Il a 2 finales à 22h15 et à 20h37 pour être tout à fait exact. Mettez la télé. Le 200 mètres brasse et le 200 mètres papillon. Le défi est taille. Il va essayer tout simplement de faire quelque chose que personne n'a jamais fait dans l'histoire, d'aller chercher 2 médailles d'or le même jour. Bon, et puis il y a un binôme bien sympa, bien marrant, qui est très soutenu par son public de supporters français, et peut-être pas seulement français d'ailleurs. Hein. Ouais. Ce sont les frères Lebrun. De quoi on parle là ? Ouais, on parle de tennis de table, et on va aller retrouver tout de suite du coup Clément Harion. Clément Harion qui est du côté de la porte de Versailles à Paris, où se déroulent les épreuves de tennis de table. Bonjour Clément. Bonjour Joseph, bonjour Thierry. Bonjour. Alors Clément. C'est l'Arena Paris Sud pour être exact. Donc on parle de tennis de table et les frères Lebrun. Tout le monde est venu pour eux. Dites-nous s'il y a une effusion particulière avec l'arrivée des 2 frères. Alors on peut le dire, c'est la Lebrun Mania ici. Tous les supporters français ne parlent que des 2 frères. Certains m'ont dit dans les tribunes, on ne pouvait pas venir voir les Jeux sans voir les frères Lebrun. Ça nous promet 2 heures d'ambiance complètement folle cet après-midi, parce que Joseph, il joue à 1 heure d'intervalle. Alexis à 15h et Félix à 16h. Ouais, magnifique. On aimerait y être, mais vous allez nous faire vivre ça, Clément Harion, en direct de l'Arena Paris Sud. C'est plein, Clément. Il y a du monde. Là, on l'entend. C'est complètement plein. C'est complètement plein ce matin depuis 10h, 6000 supporters, 6000 spectateurs dans cette Paris Sud Arena. Alors c'est les petits blondinets avec leurs lunettes. Enfin, je dis les petits blondinets parce qu'ils sont plus jeunes que moi. Ils sont très jeunes, ils sont extrêmement jeunes. Donc avec leurs lunettes, c'est pour que les gens repèrent. On n'est pas à la télé là. Exactement. Alors ça c'est pour les performances sportives. Et puis il y a de la géopolitique qui s'invite au milieu du jeu. On va voir ça avec vous, Quentin Gérard, avec une histoire folle, parce que Dayle Ojeda, une judokate, judo à Cuba, une judokate cubaine qui a profité de nos Jeux olympiques chez nous pour s'enfuir, c'est-à-dire pour demander l'asile politique, en tout cas quitter la France, Cuba, dans laquelle elle était retenue. Elle s'appelle Dayle Ojeda. Racontez-nous l'histoire, Quentin Gérard. C'est ça. Alors Dayle Ojeda, normalement, elle ne participe pas aux Jeux Olympiques. Elle est venue pour préparer une autre athlète, c'est ça. Elle était dans la délégation cubaine. Oui, tout à fait. Une autre cubaine. Et depuis hier, on ne sait pas où elle est. La délégation cubaine ne sait pas non plus où elle est. Donc c'est quand même assez fou. Mais finalement, c'est assez fou, mais assez récurrent aussi. Ça revient. C'est-à-dire qu'elle en a profité pour se glisser et quitter les pattes de ces commissaires politiques cubains qui la surveillaient et qui voulaient la ramener au pays. C'est ça. Après, on ne sait pas encore s'il a de Sieva ou si elle a déjà demandé l'asile en France. C'est une possibilité. Ça arrive assez souvent. Ça rappelle l'ère soviétique. Notamment, on peut citer quelques exemples comme ça dans l'histoire des Jeux Olympiques sous l'époque soviétique. Notamment, on est en 1956 lors des Jeux de Melbourne en Australie. 45 sportifs hongrois avaient obtenu l'asile dans le pays. Plus récemment, en 2012, pendant les Jeux de Londres, c'était les Camerounais quand ils revenaient au pays, une délégation de 30
37 Camerounais, ils étaient 7 à manquer à l'appel. Ou en 1996, presque toute l'équipe féminine de basket de l'ex-Zaïre, maintenant République démocratique du Congo, avait profité des Jeux d'Atlanta pour rester aux États-Unis. Et puis alors du côté de Cuba alors. Mais c'est Cuba justement qui reste le champion olympique en matière de défection. De nombreuses compétitions sportives à l'étranger ont déjà été le prétexte pour de telles disparitions, que ce soit au JO, mais au baseball, au foot, au volley également. Et dernier exemple en date, c'est lors des Jeux panaméricains en Chili. C'était en novembre dernier. Une vingtaine d'athlètes cubains avaient pris la fuite avant la fin des compétitions. 8 d'entre eux avaient notamment obtenu l'asile. Mais à noter que c'est la Corée du Nord qui se montre un petit peu plus dissuasif en la matière. Le pays menace carrément les athlètes tentés par l'exil de placer leurs proches dans des camps de travail. Bon, mais merci Quentin. Alors Joseph, en vérité, les Jeux, c'est une occasion de venir chercher le dépassement sportif, mais de venir aussi, et surtout en France, le pays de la liberté, de venir chercher la liberté. Ouais, exactement. Et la judokate Dailé Ojeda, on va voir si c'est exactement ça, mais on va essayer de savoir est-ce que c'est véritablement possible de demander l'asile quand on est comme ça dans une délégation des Jeux Olympiques et de disparaître pendant une Olympiade. Du coup, on est en ligne avec maître Vanessa Hedberg. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes avocate spécialiste en droit des étrangers et voilà, on voulait vous appeler parce que on voulait faire un point. Là aujourd'hui, si Dailé Ojeda a décidé de demander l'asile en France, est-ce que ça va être possible pour elle ? Alors, ici, il nous manque évidemment des informations essentielles, car les conditions d'obtention du statut de réfugié en France sont très claires et ne laissent pas source à l'interprétation. Il faut vraiment qu'elle soit en mesure de prouver qu'elle est persécutée dans son pays en raison de sa race, de sa religion, de ses opinions politiques ou bien de sa nationalité. Ici, effectivement, si Cuba souffre d'une dégradation de ses conditions de vie depuis le Covid, ils s'en sont jamais remis, et que des centaines de milliers de Cubains ont choisi de quitter l'île au cours de ces 2 dernières années. Ici, il n'y a absolument aucun élément qui vienne démontrer qu'elle souffrirait de persécution dans son pays. Ouais. Donc, allez-y, Vanessa Hedberg. Donc elle pourrait tout à fait avoir profité de ce visa pour venir en France et ensuite suivre le parcours classique de beaucoup de clandestins et de beaucoup de sportifs de haut niveau qui sont en France. Souvent, ouais. Et ça arrive très souvent. Moi, j'ai beaucoup de clients qui sont en France en situation irrégulière et qui sont venus avec un visa grâce au sport. Est-ce que ça ne peut pas entacher les relations entre la France et Cuba ? Et quelle est l'attitude en général des affaires étrangères en France quand un sportif de haut niveau d'un pays concurrent et même d'une dictature demande l'asile politique ? Alors, il faut vraiment avoir conscience que le droit des étrangers, c'est du cas par cas. Il faut à chaque fois que devant l'OFPRA et ensuite devant la Cour nationale du droit d'asile, ils soient en mesure d'apporter des éléments de preuve suffisants pour prouver que quand bien même il existerait un contexte dans leur pays qui peuvent laisser penser à la persécution, il faut vraiment qu'ils démontrent que eux-mêmes sont victimes de cette persécution. Et c'est souvent très difficile à rapporter. Alors, au niveau de Cuba, il y a évidemment, pour des raisons géopolitiques, peu de Cubains en France. En général, le parcours emprunté, c'est Managa, au Nicaragua, et puis ensuite par voie terrestre jusqu'au Mexique, pour ensuite rejoindre évidemment la frontière américaine. C'est pour ça qu'à la faveur de compétitions sportives, ils obtiennent un visa et restent ensuite en France et suivent le parcours classique des clandestins pour ensuite demander une admission exceptionnelle au séjour après plusieurs années de présence en France. Merci beaucoup, maître Hedberg, Vanessa Hedberg. Vous êtes avocate, spécialiste en droit des étrangers avec après cette défection peut-être de l'une des entraîneuses de la délégation cubaine de judo. On se retrouve tout de suite, c'est la suite des JO dans tous leurs états. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.